Je vais vous parler ici des conversions automatiques à l'ouverture dans Photoshop. J'ai 3 images ici avec des profils inclus, une pour du Adobe RGB, une pour mon moniteur, une pour du Profoto. Je vais dans Photoshop et dans Édition couleur. Je vais indiquer que l'espace de travail de Photoshop, l'espace RVB par défaut, est du sRGB. C'est juste un exemple ici, un choix. Vous remarquez que c'est un profil, un espace couleur, une norme de fabrication d'appareils qui est différente des profils inclus aux 3 images que je vais utiliser pour l'exemple. Donc, dans le cas où j'ai besoin de transformer des images à l'ouverture, au moment où je les ouvre dans Photoshop, les transformer en sRGB, eh bien sûr, vu que l'option choix à l'ouverture est ici cochée, quand j'ouvre les images, j'ai des messages qui apparaissent et je choisis de convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Ces 3 images à l'ouverture deviennent des images sRGB. On le voit en bas, il est indiqué sRGB en bas des 3 fenêtres. Et j'obtiens sensiblement les mêmes couleurs. Donc la conversion a bien préservé l'aspect des couleurs. C'est parfait. Sauf que si j'ai des dizaines d'images à ouvrir, voire même des centaines chaque jour à ouvrir, et que je dois les convertir en sRGB, j'ai intérêt à automatiser les choses. Je vais donc aller dans Édition couleur. Et comme règle de gestion des couleurs, comme automatisme, je vais ici choisir à la rubrique RVB, puisqu'il s'agit d'images RVB, je vais choisir de faire une conversion en RVB. Conversion en RVB. OK. Étant donné que je n'ai pas décoché l'option choix à l'ouverture, quand j'ouvre les images, les boîtes arrivent toujours. J'annule. Il faut non seulement donc dans Photoshop aller régler l'automatisme en conversion en RVB, mais il faut également décocher pour les cas de non-concordance de profil, c'est-à-dire des profils différents dans l'image que j'ouvre par rapport à l'espace de travail réglé dans Photoshop. En cas de profil non concordant, il faut que je décoche ceci pour qu'il n'y ait pas de choix à l'ouverture, pas de boîte de dialogue qui apparaît. Je réessaye, j'ouvre les 3 images. Un message ici qui ne me propose pas, cette fois-ci, de choix. On m'indique qu'il va y avoir une conversion qui va avoir lieu, en fait. Ça, c'est pour la première image. C'est du Adobe RGB et ça va être converti en sRGB. OK, je peux cocher ceci et pour les 2 images suivantes, ce message n'apparaîtra pas. Elles vont être converties. Donc, si j'étais en train d'ouvrir 10, 30 images, le fait de cocher ne plus afficher va d'office ne plus mettre cette boîte. La conversion vers sRGB va se faire. Voilà, les 3 images sont ouvertes. Et comme prévu, les 3 images sont en sRGB et les couleurs sont correctes dans les 3 images. Donc voilà, c'était à propos de la conversion automatique à l'ouverture des images. Je viens de vous montrer comment
convertir à l'ouverture automatiquement les images vers l'espace de travail réglé dans Édition couleur. Dans ce cas-ci, les images ont été converties en sRGB à l'ouverture. Je vais les fermer ici, les images, sans les sauvegarder. Et bien entendu, vous pouvez aussi convertir des images d'un profil vers un autre sans même les ouvrir. C'est-à-dire, il va falloir mettre au point un script d'action. Alors, vous avez le menu Fenêtre Action. Ça demande de connaître un peu le fonctionnement des scripts dans Photoshop. Dans le panneau Action, ici, je vais créer un nouveau dossier. Dans ce nouveau dossier qui est vide, je crée un nouveau script. Je vais l'appeler Convertir en sRGB. C'est en train d'enregistrer. Je vais ouvrir une des images. Bon, je vais ouvrir par exemple celle qui est en Adobe RGB, peu importe. Donc, dans la palette de script, ça vient de marquer que j'ai ouvert une image qui a un certain nom, qui est celui-ci. Image PS Adobe RGB avec profil.psd, et qui se trouve à un certain emplacement de mon ordinateur. C'est important pour la suite quand on va devoir jouer ce script une fois qu'on l'aura enregistré, parce que là, je suis en train de l'enregistrer. Alors, étant donné que les règles de gestion des couleurs sont réglées comme ceci, menu édition couleur, sRGB, comme espace de travail, règles de gestion des couleurs, conversion en RVB, ça veut dire en fait conversion dans le RVB qui est indiqué ici dans l'espace de travail RVB. Choix à l'ouverture décoché. Eh bien en fait, cette image est déjà une image sRGB. Je vais l'enregistrer, fichier enregistré sous. Je vais changer le format parce que non seulement je veux les transformer en sRGB, mais je veux également que ça devienne du JPEG. Donc, une bonne chose à faire avant d'enregistrer, ce serait de se débarrasser des calques éventuels qui sont dans l'image. Donc, je vais aller dans la palette calque, et dans le cas où, parmi les images que j'ouvre, il y a des images avec des calques, je veux faire une petite action ici qui permet de se débarrasser des calques, de réunir tous les calques en un seul calque. Normalement, il faudrait que je demande, dans le menu calque là en haut, il faudrait que je demande l'action aplatir l'image, mais elle est inaccessible ici parce que l'image ici n'a pas plusieurs calques. Alors je vais créer un calque vide en cliquant sur le bloc de feuilles. Et là, je vais pouvoir activer l'action calque aplatir l'image. Donc vous voyez la logique. Dans le cas où j'aurai des images que j'ouvre, des images PSD que j'ouvre et qui contiennent des calques, pour les enregistrer en JPEG, j'ai besoin de pouvoir aplatir l'image, mais je ne sais pas le faire s'il n'y a pas de calque. Donc je crée artificiellement un calque vide pour pouvoir aplatir l'image. Voilà, donc ceci étant fait, la création du calque vide et l'aplatissement d'image, c'est-à-dire réunir tous les calques en un seul, je vais maintenant dans Fichier, Enregistrer sous, et je vais forcer à enregistrer au format JPEG. Avec profil inclus ou pas, si c'est pour le web, on n'a pas besoin d'inclure le profil. L'image est préparée à l'avance pour du sRGB. Donc, comme on le voit ici,
À la fin, ce sera du JPEG. Alors, une question qu'on me pose parfois, c'est est-ce que le JPEG est forcément sRGB? Est-ce que le profil du JPEG, c'est le sRGB? Mais en fait, pas du tout. C'est complètement indépendant. Le JPEG, c'est une manière d'enregistrer les images, c'est un codage du fichier. On enregistre l'image pour qu'elle soit ouvrable dans un navigateur web. Et le profil qu'on inclut ou pas, d'ailleurs, c'est complètement indépendant. Je peux créer des images JPEG qui sont Profoto, des images JPEG qui sont Adobe RGB. C'est complètement indépendant. Donc, du JPEG, c'est pas forcément du sRGB, mais les images JPEG que vous trouvez sur le web sont normalement sRGB parce qu'elles ont été préparées, comme je le fais ici, pour du matériel bas de gamme, en prévision d'une visualisation sur une matière bas de gamme. C'est ça qui peut porter à confusion, c'est qu'une image JPEG qu'on va chercher sur le web, normalement, si le webmaster a bien fait les choses, si le concepteur du site web a bien fait les choses, ces images JPEG qui sont sur son site ou qu'il a mis à disposition dans une banque d'images sur le web, peu importe, eh bien, elles sont normalement, elles répondent aux normes sRGB. Elles s'affichent correctement sur le matériel bas de gamme qu'on considère comme étant le matériel des internautes. Les internautes, on considère qu'ils regardent les images sur du matériel, du bureautique, des matériels pour faire de l'Excel, du Word, des moniteurs bas de gamme. Et donc, on prépare les images pour l'espace couleur, la norme de fabrication de ces appareils bas de gamme. Pour les primaires rouge, vert, bleu de ces appareils bas de gamme. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Non, le JPEG n'est pas forcément lié au sRGB. Alors, j'enregistre. Voilà. Ah oui, il y a les options JPEG. Je peux choisir la qualité. Ok, je vais prendre ça. Voilà, c'est enregistré mais c'est enregistré en JPEG, voilà, avec un certain nombre de caractéristiques du JPEG, et c'est à un certain endroit de mon disque dur. J'arrête l'enregistrement du script. À ce stade-là, c'est une bonne idée de quitter Photoshop et de le relancer pour que le script soit inscrit dans Photoshop, parce que si Photoshop plante, là, le script disparaît. Mais je ne vais pas le faire ici. On va supposer que Photoshop ne va pas planter et que je ne vais pas devoir refaire le script d'action ici. Ok, je ferme l'image et je vais maintenant, voilà, dans le dossier avec l'image que je viens d'enregistrer en JPEG, je vais la supprimer. Voilà, je la mets à la corbeille. C'était juste une image qui m'a servi pendant que je faisais le script. Puis, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler image source et un autre que je vais appeler image transformée. Les images sources, je les mets dans le dossier image source. Donc, un petit affichage par liste va me montrer que les images sources sont dans le dossier image source et les images transformées, il n'y en a pas encore. Je vais jouer le script maintenant. Je suis dans Photoshop. Je vais dans Fichier, Automatisation, Traitement par l'eau. L'ensemble de scripts qui m'intéresse, c'est bien celui que j'ai créé là tout à l'heure. Le script à l'intérieur, il n'y en a qu'un seul, c'est simple. Il n'y a pas le choix. C'est celui-là, convertir au sRGB. La source va être un dossier. Je sélectionne. Je vais chercher le dossier là où il se trouve. Image source. Sélectionner. Voilà. Donc, le nom du dossier est là, image source. Il faut absolument que je coche ceci, priorité sur les instructions d'action ouvrir. OK. Sinon, ça va toujours ouvrir la même image, celle qui a été utilisée pendant la création du script. Également, je vais indiquer un dossier de destination que je sélectionne. Voilà, ce sera image transformée.
sélectionné. Également, pour que ça n'enregistre pas toujours sous le nom que j'ai utilisé pendant que j'étais en train de créer le script, je dois cocher l'option priorité sur les instructions d'action enregistration. Donc, je vous rappelle ici, on est en train de faire un traitement par l'eau, un batch, on appelle ça un batch, B-A-T-C-H, un traitement par l'eau. C'est Photoshop qui va travailler. Bien sûr, dans mon dossier ici, je n'ai que 3 images, mais ça fonctionnerait si on avait 100, 1000, voire même plus. Ça peut bosser la nuit tout seul, pendant des heures. Et on fait 2 choses. On convertit en SRVB les images, et en plus, on va les enregistrer en JPEG. C'est le petit bonus changement de format. Tant qu'à faire. En général, quand on met du sRGB, c'est qu'on veut utiliser l'image sur du matériel dans des navigateurs web qui ont besoin d'un format web comme le JPEG, le JPG, le JPEG, le PNG. Alors, ok, j'ai pas besoin de cocher l'option supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques parce que je sais, comme mon menu édition couleur est actuellement réglé, je sais qu'il n'y a pas de boîtes de dialogue qui vont apparaître. D'autant que tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai coché une option ne plus afficher quand il y avait une des boîtes qui s'affichait, malgré tout. En cas d'erreur, il faut absolument consigner les erreurs dans un fichier que j'enregistre quelque part, peu importe, mais ça va éviter que le script s'arrête de fonctionner, que le traitement par l'eau s'arrête quand il rencontrera une erreur. Une erreur, ça peut être qu'il essaye d'ouvrir un fichier caché de l'ordinateur du Mac, un fichier qui se trouve dans le dossier où se trouvent les images. Il y en a des fichiers qui servent notamment pour faire apparaître les icônes des images dans le Finder, dans l'explorateur de fichiers du Mac. Donc voilà, systématiquement, quand je fais un traitement par l'eau, je consigne les erreurs dans un fichier, sinon il y a un risque que le traitement par l'eau s'arrête. S'il y avait des sous-dossiers, je devrais cocher ça, mais mes images ne sont pas dans des sous-dossiers. Il n'y aura pas de boîte de dialogue d'option d'ouverture de fichier. Ça, par exemple, quand on ouvre un PDF dans Photoshop, ça peut arriver. Un PDF qui n'a pas été créé par Photoshop. Mais c'est pas le cas ici, donc je ne coche pas. Voilà, je vais cliquer sur OK. Normalement, ça va fonctionner. Donc, allons voir ce qui s'est passé. Eh ben, ça a été tellement vite que je les ai même pas vus s'ouvrir. Mais voilà, elles sont là, 3 images JPEG que je vais ouvrir maintenant dans Photoshop juste pour checker, pour vérifier que tout va bien. Bon, elles s'ouvrent pas dans Photoshop parce que le JPEG n'est pas réglé pour s'ouvrir dans Photoshop ici, sur mon ordinateur. Je vais les forcer à s'ouvrir dans Photoshop en les amenant sur l'icône de Photoshop. Les voilà toutes les 3. Et je vérifie. C'est bien. Non seulement c'est du JPEG, ça je l'ai vu sur le disque dur. L'extension c'était JPG, mais en plus elles sont sRVB. Donc voilà, vous avez vu comment convertir en masse des images. Non seulement leur attribuer un profil grâce au réglage qu'on a fait dans édition couleur ici, choisir le profil comme espace de travail par défaut, choisir de convertir en RVB, décocher choix d'ouverture. Voilà, ça c'est la condition pour que quand j'ouvre l'image, elle soit convertie à l'ouverture toute seule. Quand j'ouvre plusieurs images, elle soit convertie à l'ouverture toute seule. Et puis on a vu comment également changer de format d'image. Alors pour changer les formats d'image, on a également un script JavaScript ici, fichier script, le processeur d'image permet également d'aller chercher un dossier et de convertir dans un certain format. J'aurais pu utiliser ça, enregistrer sous JPEG, et j'ai même l'option à l'enregistrement de convertir en sRVB. La méthode que je vous ai montrée juste avant, il y a quelques minutes, permettrait d'enregistrer dans un autre
de ces trois formats si je voulais enregistrer en PNG avec le processeur d'image que j'ai donc trouvé dans Fichier, Script, Processeur d'image, et qu'on actionne bien sûr quand on n'a pas d'image ouverte. C'est une espèce de script qui est déjà fait pour vous en fait, et qui est présenté sous forme d'une boîte avec des réglages. Donc, si je voulais enregistrer en PNG, la méthode de faire soi-même son script, celle que j'ai montrée il y a quelques minutes, fonctionnerait, tandis qu'ici, je ne peux enregistrer, je ne peux convertir les images que en JPEG, PSD ou TIFF. Mais c'est une solution aussi. Je vais parler de l'option enregistrer pour le web, l'option enregistrer pour le web qu'on trouve dans Photoshop. C'est une boîte d'export pour le web qui, depuis lors, a été remplacée par des techniques plus modernes, différentes. Mais il y a pas mal de gens qui utilisent encore cet ancien système pour enregistrer pour le web. Je vais ouvrir dans Photoshop une des trois images, soit l'Adobe RGB, soit celle pour mon moniteur, soit la Profoto. Mais avant ça, je vais aller régler édition couleur pour que l'espace de travail par défaut soit mon moniteur. Choix à l'ouverture en cas de non-concordance de profil, c'est-à-dire si j'ouvre du Adobe RGB. Ça me met le message. Bon, ben, je vais soit l'ouvrir en tant qu'image Adobe RGB, soit convertir en espace du moniteur, peu importe. Allez, je vais l'ouvrir en tant qu'image Adobe RGB. Donc, manuellement, je pourrais faire édition, convertir en profil et aller indiquer comme espace de destination le sRGB. Les couleurs sont conservées, l'aspect des couleurs est conservé parce que les valeurs viennent d'être modifiées et je pourrais enregistrer en JPEG. J'annule. Parce qu'on sait que si on utilise la boîte enregistrée pour le web, ça va faire un fichier plus léger et ça peut compter. Ça va déjà supprimer plein de métadonnées dans l'image, donc ça peut être intéressant d'utiliser plutôt l'option enregistrer pour le web. Alors, je vais dans le menu fichier exportation et je vais choisir enregistrer pour le web. Et entre parenthèses, vous voyez qu'il est indiqué hérité parce qu'en fait, c'est hérité des anciennes versions de Photoshop. C'est ce que je vous disais. Actuellement, il y a des techniques plus modernes pour convertir des images pour le web. Mais enfin, voilà, ça c'est la boîte qui apparaît. Et ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez ici, quel que soit le format vers lequel vous exportez, que ce soit du GIF, du JPEG, du PNG avec seulement 250 couleurs à peu près, comme le GIF, donc le PNG 8, ou le PNG 24 qui peut même contenir de la transparence. Peu importe le format web compatible avec les navigateurs web dans lequel vous exportez, vous avez cette option ici qui est d'office cochée, convertir en sRVB. Donc, je vais enregistrer en JPEG, convertir en sRVB est coché. Je vais enregistrer, juste pour vous montrer. Je vais appeler ça image exportée pour le web. Voilà. OK. Je vais parler ici des images CMJN dans Photoshop et plus particulièrement la création d'images en couleur CMJN avec des traits noirs qui surimpriment. Ils vont être constitués uniquement d'encre noire. Ils vont se surimprimer à la couleur qui se trouve en dessous. Donc le noir ne va pas créer de défausse. Ce ne sera pas le blanc du papier sous les traits noirs. Ce sera le reste des couleurs de l'illustration.
Les traits vont pouvoir être flous ou nets, peu importe. Ça pourrait même être des photographies qui sont en noir, qui surimpriment sur la couleur. Ça n'est pas automatique dans Photoshop et il faut faire une opération pour que ça se passe ainsi. Je commence ici en créant un nouveau document. Je vais démarrer du Canva, impression A4, horizontale. Les couleurs vont être du CMJN. La destination, quel CMJN? Puisqu'il existe plein de CMJN, vous avez compris maintenant le principe de la gestion des couleurs. Les profils sont des descriptions d'appareils avec un certain type de papier dedans. C'est-à-dire que pour une presse d'imprimeur, on a plusieurs profils suivant le papier qu'on met dedans. Même chose pour une imprimante, jeu d'encre. Et donc, il n'existe pas, contrairement à ce que beaucoup de graphistes pensent, il n'existe pas que le CMJN. Seul et unique CMJN, non, il en existe plein. Donc, ici, ça va être pour l'Euroscale Coated, qui est l'espace de travail qui est actuellement réglé dans le menu édition couleur de Photoshop. Donc, A4 horizontal CMJN. Travailler en 16 bits, c'est mieux pour avoir des bons dégradés, mais je vais pas parler ici de la profondeur de pixels. Voilà, je crée le document. Dans cette image, je vais mettre des couleurs. Avant de faire ça, je vais vous montrer la palette couche de Photoshop, menu fenêtre couche. La palette couche dont je vais agrandir la dimension, mais également la taille des vignettes à l'intérieur. Voilà. C'est donc bien une image CMJN, si en magenta jaune noir. Je vais créer des couleurs dans cette image. Je vais aller donc activer le pinceau, lui faire un pinceau à bord net dans un premier temps, voilà. Je clique sur l'échantillon de couleur de premier plan. Quand je choisis une couleur ici, c'est du RGB. Clairement, c'est vif. Mais bien entendu, dans une image TMJN, ça va devenir ceci. Il n'y a pas besoin de cliquer nécessairement pour la transformer là quand je suis dans le sélecteur de couleurs. Mais je sais que ça va se rabattre, ça va se ternir. Donc ce n'est pas la valeur ici 49.255.1 de la couleur qui va être mise dans l'image, mais bien sûr, la valeur ici CMJN 63.0.100.0 qui est le pourcentage d'encre sur magenta jaune noir qu'il faut pour recréer cette couleur-là dans l'espace Euroscale Coated. C'est-à-dire que si je travaille sur une image qui est destinée à un autre CMJN, les pourcentages d'encre indiqués ici seraient bien sûr différents quand je choisis la même couleur pourtant. OK. Clic, majuscule, clic. Voilà, je fais rapidement des droites. Je vais choisir d'autres couleurs, dont certaines qui sont foncées. Okay. Je pense qu'avec ça, ça va le faire. Voilà. Alors évidemment, certaines des couleurs ont besoin de l'encre noire pour venir renforcer leur côté sombre. Donc si je ne visualise que la couche noire, je vois que certaines des couleurs utilisent de l'encre noire. Donc c'est tout à fait normal. Certaines couleurs ont besoin de l'encre noire pour que leur côté sombre soit créé pas seulement par de la superposition d'aussi en magenta jaune, mais également il y a l'encre noire qui intervient. Alors voilà, je vais enregistrer le document.
Je vais maintenant faire apparaître la palette des calques, menu fenêtre calque. Et dans la palette des calques, je vais agrandir la vignette. On a donc un calque qui contient les couleurs de l'illustration. En ce qui concerne les traits noirs que je vais amener dans l'image, j'ai vraiment intérêt à ne pas les mettre sur le calque là. D'ailleurs, je vais le verrouiller complètement. Actuellement, il est partiellement verrouillé, c'est la transparence qui est verrouillée. On ne peut pas faire de transparence sur ce calque, mais dessiner dessus, bien sûr, on peut. Je vais maintenant double-cliquer sur le calque. OK, il est transformé en calque 0. On peut modifier sa transparence. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de modifier sa transparence, c'est pas pour ça que j'ai double-cliqué sur lui pour le transformer en calque 0, c'est pour pouvoir ici le verrouiller complètement. Là, il est complètement verrouillé, on ne sait plus rien faire sur lui, parce que je vais maintenant travailler sur des calques que je vais créer. Donc, je crée un calque. Alors, je vais prendre le pinceau et choisir ici du noir dans le sélecteur de couleurs, en amenant bien sûr bien au fond, à gauche ici, la petite pastille. On a donc du noir, 0 de rouge vers bleu, ce qui, dans l'univers Euroscale Cotton, me donne du 95, 83, 82, 90. OK. Je vais créer un pinceau à bord flou et je vais tracer une ligne. Voilà une ligne noire. Sur le calque. Alors, au niveau des couches, comment est-ce que ça va s'imprimer ça? Ben, je vais aller vérifier ça maintenant. Dans la palette des couches, on voit déjà maintenant, parce que j'ai demandé des grands vignettes, on voit déjà que ce trait noir va être créé par du noir, de l'encre noire, mais également de l'encre jaune, magenta et cyan qui agissent en tant que sous-couche. C'est un noir quadri. Donc si je n'affiche que la couche cyan, voilà. Les gris m'indiquent la quantité d'encre. Plus c'est foncé, plus il y a d'encre cyan. Voilà le magenta. Voilà le jaune. Et voilà le noir. OK, je réaffiche les couches. Et dans la palette des calques, je vais jeter le calque parce que, en fait, on est ici en train de parler de la surimpression des noirs. Il faudrait que les traits que je crée n'enlèvent pas la couleur, les encres cyan, magenta, jaune en dessous d'eux. Il ne faut pas l'enlever. Il faut que le noir soit en surimpression. Je jette le calque. J'en recrée un vide. Et ici, je vais créer spécifiquement une couleur noire, ce qu'on appelle un 100% de noir. Donc 0% de cyan, magenta et jaune, 100% de noir. Voilà la couleur que j'ai créée. Si je reclique sur l'échantillon de couleur de la palette des outils, on voit bien que c'est conservé, c'est pas de problème, c'est du noir 100%. Quand je l'utilise dans une image CMJN, bien entendu, dans une image RVB, ça n'aura aucun sens. Je fais un trait. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque? Mais plusieurs choses. Cette fois-ci, dans la couche noire de cette image, ce trait noir est sombre. Il est réellement composé de 100% d'encre noire, alors que tout à l'heure, il était plutôt gris. Et il crée de la défonce, c'est-à-dire que là où le trait noir se situe dans l'image, eh bien, en dessous, la couleur cyan, magenta et jaune, l'encre cyan, magenta et jaune disparaissent. Voilà, si j'enlève l'œil en face de l'encre noire, vous voyez ce que ça fait.
Étant donné que je dessine avec un trait à bord flou, on voit apparaître quelque chose d'assez habituel. Pas mal de graphistes débutants dans Photoshop, quand ils travaillent des images de CMJN, font l'expérience de cette horreur, c'est-à-dire que quand on fait un trait noir, il y a un halo blanc autour. C'est moche. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, en fait, jusque-là, tout est bon. Je ne vais pas annuler. Par contre, je vais aller double-cliquer sur le calque. Et ça fait apparaître les styles de calque. C'est-à-dire toutes les options possibles sur ce calque, les opérations. Et alors, d'abord, je vérifie que la case aperçue est cochée. Et ici, je vais désactiver. Je vais désactiver l'application du contenu du calque sur ce qui se trouve en dessous. En tout cas, en ce qui concerne le sillon magenta et jaune. Et vous allez voir que ça va régler le problème. Donc, cyan, magenta, jaune. Voilà, il ne reste plus que l'encre noire. Et il s'agit d'encre noire qui sera en surimpression, comme on le voit ici. Elle sera en surimpression. OK. Donc, c'est ça la solution. Alors, depuis que j'ai fait ça, il y a la petite icône ici qui m'a dit qu'il y a eu des options de fusion. Bien. Donc, qui m'a dit que j'ai fait quelque chose ici dans la boîte style de calque. J'ai décoché cyan, magenta et jaune. Si je regarde dans la palette des couches, ça se voit clairement que le trait noir sera créé uniquement par de l'encre noire qui va se superposer aux autres encres qui arrivent avant sur le papier. C'est ça le processus d'impression offset. Les encres cyan, magenta, jaune arrivent avant l'encre noire. C'est l'encre qui termine la noire. Est-ce que le noir sera profond? Bien noir. Je vais enlever les yeux en face des couches cyan, magenta, jaune. Je regarde ça. Eh bien, ça m'a l'air assez profond. C'est normalement du 100% noir. Je vais aller mesurer la pipette avec la palette des informations. Voilà, c'est bien 100% noir comme on le voit ici. C'est parfait. Ah, il est possible que sur l'écran, le noir n'ait pas l'air d'être tout à fait sombre parce que c'est une simulation de l'offset. L'encre noire offset est du gris très foncé en réalité. Et il est possible que ce ne soit pas tout à fait noir profond sur l'écran. Alors, il faut également se méfier de quelque chose. Une illusion optique qui est due aux couches de la rétine. Donc, dans le fond de l'œil humain, il y a la rétine, le capteur de lumière. Et il y a plusieurs couches, et il y a des couches qui sont spécialisées dans la détection des contours des objets dans l'environnement, les contours de l'environnement. Et alors, il y a une illusion optique qui peut vous faire croire que au centre du trait, il y a deux bords plus sombres et à l'extérieur du trait, il y a un bord plus clair. Mais en réalité, c'est une illusion optique. Je vais ici créer au pinceau un trait à bord net. On va voir si l'illusion optique agit encore. Voilà. Oui, vous pourriez avoir l'impression que autour de ce trait noir net, il y a une partie claire, un espèce de halo clair, et à l'intérieur du trait, il y a une partie plus sombre sur le bord. C'est une illusion optique. Ça me fait sourire parce que je me souviens d'un infographiste qui passait du temps à essayer d'enlever ça, mais en réalité,
C'est dans l'œil que ça se passe. Alors, si je fais voyager le pointeur là de cette partie, essayons sur le bleu. Ici, je pense que ça se voit qu'il y a une partie qui paraît plus claire là sur le bord. On va faire voyager le pointeur, on va aller mesurer pour voir normalement si je pars du bleu ici et que je vais vers mon trait noir vers la gauche, à un certain moment, on va voir que la valeur va changer. Je vais quand même mettre l'échantillon de la pipette ici au-dessus en échantillon ponctuel pour ne mesurer qu'un seul pixel à la fois. Exceptionnellement, pour la démonstration, ce sera mieux. Ok. Alors voilà, la valeur 96 75 17 5, vous la voyez ici. 96 75 17 5. Je voyage, ça ne change pas, ça ne change pas. Pourtant, j'arrive sur la partie claire. J'arrive vraiment sur la partie qui paraît plus claire et ça ne change pas. 96 75 17 5. À un certain moment, ça va changer tout d'un coup quand je serai dans le trait noir, mais voilà. 96 75 17 90. Et là aussi, si vous aviez l'impression qu'à l'intérieur du trait, il y avait une partie un peu plus sombre, eh bien, vous voyez que c'est une illusion optique. Il n'y a vraiment que deux valeurs là où je suis en train de passer. On passe de 5% de noir à 90, mais il n'y a pas une partie plus claire, une partie plus sombre. Pour chaque objet noir que je veux créer en surimpression, je vais créer un calque. Donc là, je crée un nouveau calque et je vais dessiner en noir 100%, c'est-à-dire un noir qui n'est pas composé de cyan, magenta et jaune. Donc je vérifie ici. Oui, c'est bien, toujours du noir 100%. OK. Voilà, sur ce calque, je dessine en noir. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ça se voit dans la palette des couches. Mes traits noirs sont dans la couche noire, mais ça crée une défonce dans les couches cyan, magenta et jaune, c'est-à-dire que là où il y a des traits noirs dans la couche noire, il y a la couleur qui disparaît, l'encre disparaît, cyan, magenta, jaune. Comme on le voit ici, ça fait de la défonce. Donc, il va falloir que sur le calque, là, j'aille également désactiver les couches cyan, magenta et jaune pour qu'il n'y ait plus que la couche noire qui s'applique sur ce qui se trouve en dessous. Si je crée beaucoup de calques pour plein d'objets sur lesquels je mets du noir, ça va être un peu pénible de chaque fois devoir aller double-cliquer. Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer un style de calque au départ du calque là, qui a déjà les modes de fusion. Un style de calque qui va mémoriser ces réglages. Donc, je vais dans le menu fenêtre, style. Et donc, en ayant le premier calque noir activé, celui qui a les couches cyan, magenta, jaune désactivées, je vais dans la palette style, je clique sur le bloc de feuilles. Inclure les options fusion de calque est coché, c'est parfait. Je peux décocher, inclure les effets de calque. Ce qui m'intéresse, c'est surtout d'inclure les options de fusion de calque, c'est-à-dire le fait que cyan, magenta et jaune sont désactivés. À partir de là, pour tout calque que je crée, il suffit que je l'active et que j'aille cocher, cliquer sur le style. Et voilà. Alors, est-ce que la surimpression des noirs est conservée quand on adapte cette image pour un autre CMJN? Je fais le test ici.
Donc, pour l'instant, ça se voit bien que les traits noirs sont uniquement créés par de l'encre noire. Je vais dans menu édition, convertir en profil. Je pars de l'Euroscale Coated et je vais aller vers un espace qui est différent. Je vais prendre quelque chose de très différent. Je vais prendre une norme américaine. On imagine qu'on doit finalement imprimer ça en Amérique du Nord. On doit faire une version pour l'Amérique du Nord et voilà. Il faut absolument décocher l'option qui est ici, aplatir l'image pour conserver son aspect. Parce que c'est vrai que si on a mis certains effets spéciaux, le fait de convertir en profil, de changer de destination, peut modifier les aspects, les calculs qui sont sur les calques, si j'ai mis des effets spéciaux. Mais si vous aplatissez l'image, si vous réunissez les calques en un seul au moment où vous convertissez vers le profil vers le profil US SheetFed, eh bien, vos noirs vont ne plus être des noirs 100%. Je fais la démonstration ici. OK. Vous le voyez. Les noirs sont créés par les 4 encres. Ce sont des noirs quadris. Encre, cyan, magenta, jaune, noir. J'annule la conversion. Je suis revenu avec du noir 100%. Je refais la conversion, édition, convertir en profil. Et cette fois-ci, je décoche aplatir l'image pour conserver son aspect. Bon, ceci, vous pouvez laisser, c'est pas un problème. Utiliser la compensation du noir, c'est dans le cas où on travaille avec des images CMJN, il est possible que entre l'espace Euroscale et le US SheetFed, l'intensité du noir ne soit pas la même. Et donc, avec ceci qui est coché, ça va faire en sorte que, malgré les différences d'intensité de noir, les noirs seront aussi profonds dans le US SheetFed qu'ils le sont dans l'Euroscale. On sait que c'est un problème quand on fait des conversions vers des profils CMJN, des profils de press offset. On a parfois des non-concordances entre les parties les plus sombres possibles sur les deux systèmes ne sont pas toujours les mêmes, et donc voilà, ça corrige l'histoire. Simulation, ça va créer des motifs invisibles dans les dégradés, de manière à éviter des effets de bande quand on imprime des dégradés en offset, ce qu'on appelle le bending, B-A-N-D-I-N-G. Donc, je vous en parle ici parce qu'on les voit, et je vous informe à propos de ça, mais le plus important à retenir, c'est qu'il faut décocher aplatir image. Je clique sur OK. Et voilà. On a les traits qui sont uniquement dans la couche noire. Mais il y a eu un petit problème. Donc, je vais annuler la conversion. Là, je suis en US SheetFed Coated. Vous voyez que les noirs ont perdu de leur intensité. Édition annulée. C'est parce que lorsqu'on fait une conversion d'un espace couleur vers un autre, sans qu'on le voie, on passe par un mode couleur qui s'appelle le LAB, qui est en fait une description des couleurs visibles par l'œil humain. C'est un mode couleur qui correspond, qui est capable de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. On peut faire des images LAB dans Photoshop. Vous l'avez certainement déjà vu. Fichier nouveau. Il y en a qui travaillent comme ça. Voilà, couleur lab.
Donc, c'est un espace couleur qui est indépendant du matériel, contrairement aux autres, le RGB, le CMJN, qui existent uniquement parce que dans la réalité, il y a du matériel qui fonctionne comme ça, qui, pour créer les couleurs, mélange 3 lumières, rouge, vert, bleu, ou pour créer des couleurs sur le papier, superpose 4 encres, cyan, magenta, jaune, noir. Ce sont des espaces couleurs dépendants du matériel. C'est comme ça qu'on les appelle pour dire que ils existent uniquement parce que dans la réalité, il y a du matériel qui fonctionne comme ça pour reproduire des couleurs. Par contre, le lab décrit directement les couleurs visibles par l'œil humain. Il est indépendant du matériel et ça peut être intéressant. Mais bon, ici, ce n'est pas un cours de colorimétrie à proprement parler, c'est un cours de gestion des couleurs. On est plus du côté pratique dans les logiciels. Comment est-ce qu'on gère les choses ? Parce que la colorimétrie, il y a aussi une partie théorique, théorie de la lumière, de la couleur. Comment est-ce que scientifiquement on décrit les couleurs visibles par l'œil humain ? Ça, c'est toute une partie que j'ai développée précédemment dans d'autres formations plus longues. Mais donc voilà, je vais annuler cette boîte de création d'images. C'était juste pour vous montrer que dans Photoshop, on peut créer des images qui sont directement prévues, indépendantes du matériel, elles sont prévues pour le mode LAB. Donc, c'est un espace couleur avec 3 axes, luminosité, et 2 autres axes, A et B. Voilà pourquoi ça s'appelle le LAB, ça n'a rien à voir avec le mot laboratoire, en fait. Et donc, je vous disais que quand on fait une conversion d'un espace couleur vers un autre, que ce soit du RVB vers du RVB, du CMJN vers du CMJN, du RVB vers du CMJN ou inversement, on passe toujours par cet espace pivot cet espace couleur qui décrit les couleurs visibles par l'œil humain, qui est indépendant du matériel. Voilà, quelque part, on se désolidarise du matériel d'origine de l'image, le CMJN. On va vers cet espace couleur un peu universel pour aller vers n'importe quel autre espace couleur. C'est comme ça que la gestion des couleurs fonctionne. Je vous rappelle que le principe de la gestion des couleurs, le but, c'est de préserver l'aspect des couleurs. Et l'espace couleur lab, justement, ce n'est que ça. Ce sont les coordonnées LAB de chaque pixel. C'est une description de l'aspect de la couleur. Il n'y a aucun matériel qui reproduit les images avec du LAB. Ce n'est qu'une description de l'aspect des couleurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a un petit problème ici quand on fait la conversion avec notre noir qui est en surimpression. Il passe par le lab, il devient un noir quadri, puis il est reproduit dans l'espace US Sheetfed, l'espace de dessination, mais il n'est reproduit qu'avec la couche noire. Les 3 autres couches qui créent les traits noirs en quadrille disparaissent. Enfin voilà, c'est foireux, vous avez remarqué. Donc il y a une solution pour s'en sortir. C'est ceci, il va falloir modifier le style. Je vais double-cliquer sur le calque ici, donc je suis revenu en Euroscale. Je double-clique sur le calque et on va utiliser une fonctionnalité ici qui s'appelle incrustation couleur. Incrustation couleur, c'est-à-dire que ça va incruster du noir. Vous avez le sélecteur de couleur qui est ici. Du noir qui va être du 0, 0, 0, 100, donc du vrai noir 100. C'est ça que je incruste, du noir 100. Je l'incruste en mode mélange maximal parce que d'origine, quand vous allez arriver dans cette boîte, vous aurez le mode normal qui sera activé. Je vous conseille de passer en mélange maximal. L'opacité reste à 100%, bien entendu. Voilà, ça c'est la modification que j'apporte au style de calque sur le calque là du dessus. OK. Et là, vous voyez les effets incrustation couleur qui ont été mis sur ce calque. Si je dois appliquer ça sur plein de calques, j'ai intérêt à passer par les styles, le menu fenêtre style. Je vais créer un nouveau style. Donc en ayant le calque qui est là activé, je crée un nouveau style, ça prend les caractéristiques
Inclure les effets de calque, dans ce cas-ci, je vais les mettre. Hein. C'est important. Les effets d'incrustation couleur. Ok, le voilà. Ce qui va me permettre de l'appliquer rapidement à plein d'autres calques. Je pourrais même, si j'ai plein d'autres calques, comme ceci, qui utilisent donc qui sont là pour reproduire du noir sans, je pourrais les activer par clic majuscule clic et leur appliquer rapidement le style. Voilà. Bon, là, j'ai 2 calques vides, c'était pour la démonstration, pour vous montrer qu'on peut activer plein de calques par clic majuscule clic, ou alors si on veut par clic, contrôle clic, ça marche aussi. Et voilà. Rien ne change visuellement dans l'image. Rien ne change, absolument rien ne change. C'est toujours du noir en surimpression et c'est du noir sans. Il est uniquement dans la couche noire. Mais maintenant, si je fais une conversion de mon image qui est Euroscale, je fais une conversion vers un autre CMJN, édition, convertir en profil, US Sheet Fed. Voilà. Décocher, aplatir l'image. OK. Absolument important de décocher, aplatir l'image. Il ne faudrait pas que les calques soient réunis en un seul, parce qu'il y a sur les calques quelque chose qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est l'incrustation couleur. Je suis maintenant en US Sheet Fed Coated. Et ça a fonctionné. Les noirs sont toujours bien profonds, composés de 100% d'encre noire. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Ok, je vais enregistrer ça. Alors, je vais comparer un peu mes 2 images. Donc, l'Euroscale Coated et la version US Sheet Fed Coated. Bien. Que je sois sur la version Euroscale Coated ou sur la version US Sheet Fed Coated, j'ai du noir 100%. Les traits sont créés par du noir 100% qui se surimprime aux autres encres. C'est parfait. Et la version US Sheet Fed Coated a vraiment des pourcentages d'encre pour les couleurs, des pourcentages d'encre qui permettent de reproduire les couleurs avec les caractéristiques de la presse américaine. Donc on voit que les images sont sensiblement avec les mêmes couleurs. Sensiblement, oui, c'est quasiment les mêmes couleurs. Si on regarde ici, on pourrait avoir l'impression que oui, c'est un peu plus terne dans la version US Sheet Fed, mais un tout petit peu plus terne. Et malgré que ce sont quand même, on peut dire, les mêmes couleurs, on a des pourcentages d'encre différents pour créer ces couleurs pour une presse européenne et pour une presse américaine. Je vais ici comparer les couleurs. Les encres. Alors, version européenne, 60, le vert ici, le vert ici, 63 0100. Version américaine, 54 500. Je passe au bleu, 96 75 17 5. 99 74 14 2. Donc vraiment des pourcentages d'encre différents, puisque les primeurs cyan magenta jaune noir ne sont pas exactement les mêmes. Je vous rappelle que en Amérique du Nord, les encres cyan et magenta sont des encres cyan magenta comme en Europe, mais pas exactement le même cyan et le même magenta. Donc pour recréer les mêmes couleurs que sur une presse européenne, il faut des pourcentages d'encre différents sur une presse américaine. Logique. Le rose ici, 38 73 00. Et ici,
36 74 00. Ça ne changeait pas beaucoup, ça. Je finis par le rouge ici. 53 94 52 62. 56 166 53. Là aussi, ça ne change pas beaucoup. Si, quand même, la quantité d'encre noire, on passe de 62 à 53 dans cette couleur-là. Et au niveau du jaune, on est à 52, alors qu'en américain, on est à 66. Oui, ça, c'est quand même, pour la même couleur, c'est quand même des quantités d'encre bien différentes. Alors, si vous devez envoyer un jour des films offset, sait-on jamais, plutôt que des fichiers numériques, des films offset soit vers le Japon, soit vers l'Amérique du Nord, n'oubliez pas qu'il démarre de films offset négatifs. Aussi surprenant que ça paraisse, si vous leur envoyez des films offset positifs, ils ne sauront rien faire avec. Alors, dans InDesign, n'utilisez pas des images CMJN qui sont prévues pour différents matériels. Vous avez dans édition couleur de InDesign, vous avez un espace de travail CMJN qui va être utilisé par le document que vous créez. C'est dans cet espace-là que les images CMJN que vous importez doivent travailler. L'Euroscale Coated dans ce cas-ci. Donc, je crée un document suivant le canevas A4 vertical. Je vais attribuer au document le profil édition, attribuer des profils. Voilà, j'attribue j'attribue les deux profils, le Adobe RGB et le Euroscale Coated, donc les deux espaces de travail. J'importe les deux images que j'ai créées précédemment. Et il y en a une des deux qui va foirer. Sa séparation, le fait que les noirs sont en surimpression, ça va être cassé. Voilà. Donc l'image pour l'Euroscale Coated est au-dessus. Et en dessous, on a l'image pour le US Sheetfed. Je vais faire un export dans un PDF CMJN, donc ici, sortie, les repérés font perdu, tout le reste, les normes, tout ça, je ne règle pas ça pour l'instant. Convertir vers la destination, je veux dire que je vais directement à l'essentiel dans la formation ici. Convertir vers la destination Euroscale Coated avec le profil du document Euroscale Coated qui sera inclus au PDF. Voilà, j'exporte et le PDF va s'ouvrir. Et on va aller vérifier au niveau de la surimpression du noir, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça a été conservé ou pas dans une image ou l'autre, dans les deux ou dans aucune des deux. Voilà le PDF. J'ai mes outils pré-presse qui sont là. Je fais aperçu de la sortie, le panneau aperçu de la sortie, je décoche la couche de l'encre noire. Et voilà, la démonstration est faite dans l'image Euroscale Coated qui correspondait à l'espace couleur de mon document. C'était synchronisé en quelque sorte, c'était le même. La surimpression de l'encre noire a été conservée. Par contre, c'est devenu du noir quadri dans l'image qui n'était qui correspondait pas
au CMJN de mon document InDesign. Donc, dans le US Sheetfed Quoted, c'est pas de l'Euroscale Quoted, et voilà, ça foire. Donc, le PDF est inutilisable. Ça va être foireux quand on va imprimer ça. On aura des noirs différents. Je ferme le PDF que je viens d'exporter, je reviens dans InDesign. Alors, on va essayer d'enclencher la gestion des couleurs pour voir si ça fait une différence. Dans Édition couleurs, on est bien en conserver les profils incorporés. Donc, en principe, ben oui, ça se voit d'ailleurs. Les couleurs sont les mêmes sensiblement, oui. Donc, la gestion des couleurs fonctionne. Les couleurs sont les mêmes dans les deux images. La gestion des couleurs fonctionne. Si pour le CMJN, je désactive la gestion des couleurs, donc je ne tiens, ce qui m'intéresse, ce sont juste les valeurs, ça va complètement foirer. Il n'y a plus de gestion des couleurs. Voilà. Je vais enregistrer le document, le fermer, le réouvrir. J'ai un message qui me dit que tiens, le document a été créé avec des réglages différents que ceux qui existent actuellement dans Édition couleurs. Je vous rappelle que dans Édition couleurs, il y a 30 secondes, je viens d'aller désactiver la gestion des couleurs pour les images CMJN. Je privilégie les valeurs CMJN qui sont dans les images, les pourcentages d'encre, ils vont être conservés. Donc, traitement désactivé. Voilà. Il n'y a rien à faire. OK. Et là, j'ai des couleurs bien différentes dans les deux images maintenant. Ça se voit surtout pour le vert. Si je mets les images côte à côte, ça va se voir un peu plus. Donc ça va être foireux. Si j'exporte ça, je n'aurai pas les bonnes couleurs dans les images. Donc, oui, le rouge aussi, le rouge en US Sheetfed, on voit qu'il a changé, il est devenu plus vif. Il était déjà un tout petit peu différent, il était un peu fade, mais là, il est devenu plus vif. Donc, les couleurs sont plus bonnes, quoi, en fait. Hein. On a désactivé la gestion des couleurs, on privilégie les pourcentages d'encre en ayant fait édition couleur et désactiver la gestion des couleurs pour le CMJN. Après avoir choisi ça tout à l'heure, j'ai dû fermer le document, le réouvrir pour que ça se voit. Donc, moralité de l'histoire. Si vous travaillez avec des images CMJN dans InDesign, faites en sorte qu'elles soient prévues pour le matériel pour lequel le document InDesign fonctionne. Donc, Euroscale Quoted, il faudra absolument que les images qu'on apporte soient Euroscale Quoted. Et dans ce cas-là, ça pourra même être désactivé, le CMJN, puisque de toute façon, les images sont prévues à l'avance pour de l'Euroscale Quoted. Si j'exporte un PDF en Euroscale Quoted, il n'y a pas besoin de gestion des couleurs, il n'y a pas de modification des pourcentages d'encre à faire. Alors, je sais que ça devient un peu complexe à comprendre, mais en fait, c'est assez logique. Si vous avez suivi la formation depuis le début, ça devrait être assez évident, finalement. Dans Illustrator, je vais dans le menu Édition couleurs. Et là, dans la liste des profils CMJN, je remarque que la liste est très courte et je n'ai pas l'Euroscale, ni l'Euroscale Quoted, ni l'Euroscale Unquoted. Pour faire apparaître plus de profils dans la liste, je vais devoir cliquer sur plus d'options, le bouton plus d'options ici. Du coup, dans la liste, j'ai tous les profils CMJN disponibles sur mon ordinateur
ceux qui sont venus avec les logiciels Adobe, ceux que j'aurais ajoutés par moi-même. Et parmi ces profils, il y a l'Euroscale. Également les profils Fogra utilisés plus récemment en Europe. OK. Donc, édition couleur. Si les options ne sont pas affichées dans la boîte, la liste est très restreinte. Ici, l'Euroscale est resté dans la liste parce qu'il était actif quand je suis rentré dans la boîte, mais l'Euroscale Uncoated, par exemple, ne s'y trouve pas. Je dois demander plus d'options. Et là, l'Euroscale Uncoated s'y trouve.